Alors que Daku achève le dernier vampire, Gen constate que la menace extérieure est enfin neutralisée. Daku se tourne vers Dongan, puis une prise de conscience soudaine le frappe. Ses yeux s'écarquillent d'inquiétude. Un bruit soudain et la fumée environnante le font sursauter. Il comprend que quelque chose vient de tomber. La scène se déplace vers Dongan. La silhouette devant lui demande si c'est bien eux. Yonin les interpelle furieusement, leur demandant s'ils ont touché à ses réserves de nourriture. Dongan l'interroge à ce sujet. Yonin analyse la situation, se demandant ce qui se passe et pestant intérieurement contre son estomac qui l'empêche de manger. Soudain, un cri d'avertissement ordonne à Dongan de battre en retraite immédiatement. Géin révèle une vérité choquante sur la silhouette, c'est un vampire de haut rang. En un clin d'œil, Yonin lance une attaque. Un éclair de lumière déchire l'obscurité. Le coup projette Dongan dans les airs, son corps violemment repoussé par l'impact. Ses compagnons l'appelèrent, alarmés, mais il les rassura aussitôt, il allait bien. Il avait bloqué l'attaque. Il les mit en garde contre le vampire de haut rang. Alors que Yonin se demandait si c'était son pouvoir qui avait fait disparaître les vampires sans laisser de cadavres, une révélation le frappa, il perçut quelque chose d'inhabituel. Perplexe, il fit remarquer que les humains étaient généralement peu appétissants, laissant présager un mystère plus profond. Sa curiosité fut piquée au vif lorsqu'il se demanda pourquoi le groupe dégageait une odeur si alléchante. Sa décision était prise, et son revirement soudain laissa le groupe stupéfait. La colère monta en Daku, qui affronta le vampire, tandis que le jeune les accusait d'avoir anéanti sa nourriture. Avec un sourire menaçant, il affirma qu'il serait son prochain repas. D'un mouvement fulgurant, le vampire se jeta sur Daku dans une explosion de vitesse, le lacérant d'une énergie cramoisie qui lui déchira le corps. Sous le choc, Daku halta, perplexe face au chaos qui se déroulait. Yomin réduisit la distance, prêt à frapper de nouveau. Submergé par l'émotion, Deox se fiche d'horreur en réalisant la gravité de la situation. Un éclair d'énergie aveuglant jaillit, fendant le chaos. Grâce à son pouvoir de téléportation, Gen intervient et sauve DXU au dernier moment. Yomin plisse ses yeux rouges luisants et laisse échapper un murmure intrigué. Inquiet, Gen s'assure que Daku va bien, tandis que le vampire est surpris de sa capacité à se téléporter. Furieux, s'exclame, ce salaud. D'une voix impérieuse, il ordonne au guerrier tombé de se relever. Alors qu'il commence à se réveiller, Yomin éclate d'un rire dément, savourant le chaos, et lance, c'est amusant, non? Déterminé, Daku crie, à l'attaque, ralliant ses alliés au combat. Le vampire le nargue, le raillant avec des jouets comme ceux-ci. Tu n'as aucune chance. Il les tranche facilement. Les yeux de Yomin s'écarquillent. Au milieu du chaos, Kim Gayan se tient immobile, prêt à frapper point et décoche une puissante flèche de lumière. Le vampire, surpris, réagit lorsque le rayon d'énergie fonce sur lui. Il hurle de douleur sous l'impact. La souffrance se lit sur son visage. Yanju active sa technique de renforcement, décuplant instantanément la puissance de l'ours. Son corps se jette en avant avec une force bestiale, ses yeux rougeoyants. L'ours massif rugit de fureur, chargeant au milieu des flammes. Yomin serre les dents sous le choc de l'attaque, luttant contre la douleur. Soudain, il saisit l'ours de ses tentacules écarlates et le projette au loin avec une force irrésistible. Pendant ce temps, Kim Gayan décoche une autre flèche de lumière, visant le vampire. « Je ne me ferai pas avoir deux fois », crie-t-il en tentant d'esquiver. « Je peux facilement esquiver une simple flèche comme ça », ajoute-t-il avec assurance. D'une voix impérieuse, Kim Gayan hurle lorsque la flèche atteint le corps du vampire. Les yeux de Yomin s'écarquillent tandis qu'il s'efforce de supporter la douleur. Soudain, Jun flottait dans les airs, tenant Dongan. Ce dernier, désormais en position dominante, banda sa lance de toutes ses forces et hurla au vampire de mourir. Il lança sa lance de toutes ses forces, et l'impact provoqua une explosion d'énergie violente qui plongea les environs dans le chaos. Il atterrit avec précision, reprenant son souffle, sentant le poids du combat à venir. Soudain, une voix retentit, qualifiant calmement l'attaque d'impressionnante. Une silhouette sombre émergea, remettant en question l'humanité de l'action, et faisant monter la tension. Yomin, indemne, laissa transparaître sa lutte, signe d'un changement de dynamique, alors qu'il s'apprêtait à déchaîner toute sa puissance. Le vampire changea de cible et fixa froidement l'archer au loin. Un regard féroce traversa son visage tandis qu'il déclarait son intention de tuer le premier. Il le nargua, insinuant que rester immobile aurait pu prolonger la vie de sa cible.
Dans un mouvement brusque, il se jeta en avant, prêt à frapper avec une précision mortelle. Sa rage explose lorsqu'il lance une insulte, révélant son tempérament explosif. Pendant ce temps, l'archère se tient fièrement, son expression trahissant un avantage stratégique. D'une déclaration péremptoire, elle annonce sa victoire, prenant son adversaire par surprise. Le vampire, incrédule, s'interroge sur ce retournement de situation soudain tandis qu'une puissante invocation se déploie devant lui. Son visage se fige sous le choc. L'archère, un sourire narquois aux lèvres, le traite d'idiot. Sa voix, empreinte de mépris, s'allume tandis qu'une plaque invoquée de 20 kg fonce droit sur lui. Plus tard, alors que Yun peine à reprendre conscience, le groupe de Dongan médite sur les capacités de guérison d'un vampire de haut rang. Capable de se régénérer après avoir reçu un coup à la tête, il se réveille et découvre les membres du groupe qui le fixent. Il halète d'horreur lorsqu'ils l'accusent d'être un monstre. Sa main tremble de rage, et il les insulte, les traitant de chiens immondes. Il hurle de rage, mais Dongan lui explique que son corps ne bougera pas comme il le souhaite. Il révèle un plan sinistre, expliquant que pendant sa convalescence, ils l'ont empoisonné avec une neurotoxine. Dongan le domine de toute sa hauteur, le menaçant de coopérer s'il veut survivre. Il exige des informations cruciales sur le chef des vampires, insistant pour qu'il révèle tout. Alors que le vampire gît sous la lance de Dongan, il se moque du groupe avec un mépris glacial, ricanant qu'il est pathétique pour une proie de penser pouvoir le menacer. Avec un sourire tordu, il leur demande s'ils sont curieux de connaître leurs origines. Il déclare qu'ils sont la nouvelle humanité, dotée de force par un être puissant. Dongan, visiblement troublé, interroge Yon sur l'identité de cet être. Yon admet ne pas connaître l'identité de l'être puissant qui leur a conféré leur force, mais il connaît l'emplacement des autres. Dongan l'exhorte à parler, mais il se moque de son assurance, se demandant s'il croit vraiment pouvoir gagner en les recherchant. Il les toisa d'un air méprisant, leur intimant de ne pas prendre la grosse tête, puis se frappa violemment la poitrine de ses mains. Dongan, fou de rage, lui hurla dessus, exigeant des explications. Yon déclara que l'éradication des vampires serait une tâche bien plus ardue qu'il ne l'avait imaginé. Malgré ses blessures, il affirma avec défi qu'il ne se laisserait pas vaincre si facilement par quelqu'un comme Dongan. Un sourire glacial aux lèvres, il le mit au défi de faire ses preuves, l'exhortant à se battre pour la victoire. Ces mots s'échappèrent de sa bouche dans un dernier souffle. Une fenêtre système apparut, confirmant la mort d'un vampire de niveau intermédiaire et d'un vampire de haut niveau, et récompensant le protagoniste d'une importante somme d'expérience et d'argent pour sa colonie. Il découvrit ensuite avoir également tué le chef du complexe résidentiel du château, ce qui lui permit d'y établir un avant-poste et d'augmenter son niveau de compétence, sa déclaration de maison atteignant le niveau 25. Grâce à cette victoire, il apprit que son territoire s'étendrait, lui conférant un contrôle accru. Cependant, le personnage principal s'effondra au sol, épuisé. Son corps le lâcha enfin. Il haleta, accablé par le poids de ses récents combats. Il leva les yeux, surpris, lorsqu'Yejin lui demanda si le territoire s'était à nouveau étendu. L'inquiétude se peignit sur son visage en remarquant son état. Elle se demanda s'il allait vraiment bien, repensant aux expansions passées, elle avait toujours été à ses côtés. Il rit doucement, la rassurant que ce sentiment n'était que passager. Jeyan s'enquit de la situation à Dindong, manifestant son inquiétude pour la région. Yejin répondit que la zone était désormais propre, confirmant que tous les vampires avaient été exterminés. Ri, puis Dongan, le contacta et reçut la confirmation que les recherches à l'intérieur du complexe avaient été menées à bien comme prévu. Cependant, le rapport n'était pas entièrement positif. Dongan murmura qu'il n'y avait aucun survivant. Jun resta là, silencieux. Son expression se fit sombre, comme s'il s'y attendait. Il hocha la tête et l'invita à rentrer se reposer. Il se tourna vers Yejin, l'encourageant elle aussi à se reposer, car elle avait également beaucoup travaillé. Avant de partir, elle hésita. Elle insista sur l'importance du repos. Elle craignait qu'il ne s'épuise. Le protagoniste reconnut son inquiétude, mais lui demanda s'il paraissait fatigué. Il exprimant sa gratitude, mais insista sur le fait qu'il ne pouvait pas encore se reposer. Activant le système de succès, il expliqua son désir d'accueillir tout le monde sur son territoire en expansion, tout en restant vigilant face aux menaces potentielles telles que les vampires. Il serait préférable de créer un succès spécifique pour les vampires afin que cela ne pose pas de problème, même s'il en acceptait un par erreur. Il commença à rédiger la description du succès. Si un vampire obtient la citoyenneté,
ses capacités seront extrêmement restreintes, comme pour un meurtrier, une marque apparaîtra sur son visage. Puis, distribuant les 3 points de compétences qu'il venait d'obtenir, il annonça comment il allait utiliser l'un d'eux. En ouvrant l'interface d'amélioration de sa boutique, il réfléchit aux nouvelles fonctionnalités. Il remarque l'augmentation de la capacité de stockage et les réductions. Comprenant l'importance du niveau de sa boutique, il est surpris d'apprendre que chaque niveau pair octroie une réduction significative. Il est stupéfait de découvrir que la fonction d'enchantement est désormais débloquée, lui permettant de construire un atelier d'enchantement. Le protagoniste est surpris de découvrir une fonctionnalité supplémentaire inattendue dans sa boutique. Il apprend qu'un atelier d'enchantement a été ajouté à la liste des bâtiments qu'il peut construire pour améliorer son équipement ou lui conférer des effets magiques. Alors qu'il considère le coût de construction de 500 millions, il est soulagé de constater qu'il ne nécessite pas beaucoup d'espace. Décidant de le placer à côté de la boutique, il choisit de construire l'atelier d'enchantement dans l'unité 201. Il observe le compte à rebours jusqu'à la fin des travaux. Soudain, il est stupéfait, les yeux écarquillés. Il réalise que l'atelier d'enchantement peut être terminé immédiatement. Une notification l'informe que 8 cristaux sont nécessaires pour une construction immédiate. Il réfléchit à l'offre, remarquant que chaque cristal réduit le temps de construction de 10 heures. Notre jeune homme évalue ses ressources actuelles et constate qu'il lui reste 100 cristaux. Il réalise qu'il ne peut pas les gaspiller pour une construction immédiate. Il considère les avantages de l'anneau de communication et les impressionnantes fonctions de la couronne, mais décide finalement d'annuler la construction immédiate. Une notification confirme l'annulation, incitant le jeune homme à utiliser ses cristaux pour des invocations mystiques. D'un air déterminé, il reconnaît qu'il lui reste 2 points de compétence à répartir. Il décide de les conserver pour plus tard et de les utiliser avec plus de prudence. Jin se tient à l'extérieur, observant les environs d'un air concentré. Il affirme son autorité. Elle déclara que sur son territoire, les ouvriers s'activaient à restaurer et réparer les infrastructures de la ville. Les équipes de secours et de construction menaient activement les efforts de reconstruction. Les routes étaient dégagées des véhicules abandonnés, permettant à quelques voitures de reprendre la route. Les écoles avaient rouvert leurs portes, permettant aux enfants de reprendre leur scolarité interrompue. Enfin, la vie quotidienne reprenait peu à peu son cours. Il ne pouvait laisser les vampires piétiner ce bonheur. Géant serra le poing et leur rappela d'un ton sombre qu'il commençait à peine à reconquérir ce qui avait été perdu. Après ces mots, il s'étira et admit être épuisé, il avait besoin de se reposer. Se souvenant des paroles de Yejin, il remarqua que le repos était important. Il retira sa couronne et laissa échapper un soupir de soulagement, conscient de sa fatigue. Le visage déterminé mais empreint de lassitude. Il décida de faire une courte pause, se rassurant en se disant que ce ne serait que pour un court instant. Pendant ce temps, une silhouette observait les alentours. Contemplant la situation, il appelle Yoon Yong-un. Il repense à la mort de cet individu lâche, et une certaine satisfaction se dessine sur ses lèvres. Debout au milieu du chaos, il prend conscience de la situation. Avec un sourire sinistre, il lance, Busan, suggérant un nouveau plan, une nouvelle destination. Plus tard, Géant se retrouve dans un espace faiblement éclairé. La confusion se lit sur son visage. Il observe les alentours, reconnaissant l'endroit. Surpris par la question soudaine, ses yeux s'écarquillent de stupeur, quelqu'un exige de savoir pourquoi il a fait cela. Des voix du passé semblent l'encercler, l'accusant et lui demandant pourquoi il ne les a pas sauvés. Les morts semblent hurler autour de Ji-un, le blâmant pour leur mort et murmurant dans leur agonie que la douleur est toujours vive. Dans un moment de désespoir, il l'interroge, « Tu peux tout faire. » Vraiment ? Sa voix tremble tandis qu'il balbutie. Et soudain, une autre voix l'appelle. L'archère berce le corps inanimé de son père, la voix brisée, « Mon père ne respire plus. » Elle supplie désespérément s'il peut le sauver. Un cri soudain, empli de peur et d'urgence, s'échappe des lèvres de notre garçon. L'archer se souvient d'une promesse faite, se demandant si ce n'était vraiment pas la dernière fois. Submergé par l'émotion, il allait en entendant une autre femme exprimer son désir pour Sayu. Elle repense à ses efforts inlassables, se demandant s'ils ont été vains. Elle se demande avec anxiété si la raison de leurs difficultés est financière, ce qui le laisse bouleversé alors qu'il le nie désespérément. Les mains fantomatiques se referment de toutes parts, agrippant Géant. Les voix continuent d'appeler son nom, le laissant accablé et souffrant. Alors que les mains fantomatiques se referment sur lui, une voix crie soudain le nom complet de Jayan,
le faisant sursauter et pousser un cri de panique. G1 se redressa brusquement en hurlant, haletant comme s'il venait d'être arraché à un cauchemar. Alors qu'il reprend ses esprits, il regarde autour de lui, confus et désorienté, s'interrogeant sur son environnement. Le doute s'installe, et si tout ce qu'il a vécu n'était qu'un rêve? Repensant à ses expériences récentes, il suppose que ce cauchemar est peut-être dû au traumatisme d'avoir vu trop de cadavres ces derniers temps. Le jeune homme repense à un cauchemar récent, d'un réalisme troublant. À ce souvenir, l'anxiété le gagne. Pourquoi Yanju ne l'a-t-elle pas encore contacté? Tuer un vampire de ce niveau aurait dû suffire à justifier qu'on lui confie une quête. Résolu à agir, il décide de lui parler et la contacte immédiatement. Au bout d'un moment, sa main se pose sur la porte, signalant son entrée. Elle entre, expliquant qu'elle est venue parce qu'il l'a appelée, et Juan l'invite à entrer. Il l'encourage à entrer la première, avec un sourire chaleureux. Il lui confie qu'il a quelque chose à lui dire, ce à quoi elle répond par l'affirmative. Elle reconnaît la curiosité du protagoniste quant à la raison pour laquelle elle n'a pas demandé à ressusciter son fils une dernière fois. S'excusant de son manque de prudence, il exprime ses regrets, mais elle le rassure en lui affirmant que ses sentiments étaient clairs. Elle se remémore un jour marquant, partageant le miracle des retrouvailles avec son fils, qu'elle lui attribue entièrement. Cependant, elle repense aux événements qui ont suivi. Elle raconte avoir vu le père de Gaëtan mourir et la douleur de voir ses compagnons perdre leur famille. Pendant ce temps, le protagoniste l'écoute attentivement tandis qu'elle révèle avoir également entendu l'histoire de Jung. Témoin de la souffrance qui l'entoure, elle médite sur les difficultés que chacun rencontre. Elle craint que son désir de revoir Siu ne provoque des complications. Préoccupée, elle réalise que les gens pourraient s'accrocher aux souvenirs de ceux qui sont partis, au risque de plonger la société dans le chaos. Elle explique doucement qu'elle n'a pas voulu que Siu devienne la source de conflit. Elle ajoute que chacun porte une douleur similaire, et pourtant, tous continuent à vivre. Cette prise de conscience la conduit à la conclusion qu'elle ne doit pas être différente d'eux. Elle exprime sa gratitude pour le miracle qui lui a été accordé, à elle et à Siu. Repensant à ses adieux, elle est reconnaissante du temps qu'elle a pu leur consacrer, ayant encore du mal à croire que c'était réel. En entendant la femme dire que cela lui avait apporté un grand réconfort, Jun comprend enfin le sens de l'expression de Yanju et réfléchit à la façon dont elle a changé. Il réalise qu'elle est maintenant si différente de la première fois qu'ils se sont rencontrés. Un sentiment de soulagement l'envahit en constatant sa nouvelle stabilité. Observant son expression douce, il remarque le calme qui l'entoure tandis qu'elle s'éloigne. Le présentateur exprime sa gratitude pour sa présence. Ressentant une chaleur particulière, elle répond avec reconnaissance, reconnaissant son attention à son égard. Alors qu'elle lui souhaite bonne nuit, Jaehyun sent un lien plus profond se renforcer entre eux. Une fois de plus, il sentait profondément que Yanju était bien plus adulte que lui. Sa réponse le réconforta, renforçant leur lien. Il comprit que se rendormir maintenant signifierait perdre cet instant. Enveloppé d'une paix profonde, il se sentit enfin prêt à se reposer. Le temps passa vite, et plusieurs semaines s'écoulèrent en un clin d'œil. Une puissante explosion retentit, annonçant le début du chaos. Les créatures hurlent de douleur en s'écrasant, leur fureur palpable. Sunep se tenait au milieu des décombres, poussant un soupir de soulagement après un long combat. Un sourire en coin, il savourait sa victoire. Ayant accompli sa quête et reçu sa récompense, il interrogea ses compagnons sur leurs provisions restantes. L'un des jumeaux répondit qu'il lui en restait 5. L'autre ajouta qu'il en avait autant. Sunep leur dit alors de terminer la chasse seul. L'un des jumeaux l'appela et lui demanda de rester encore un peu, mais Sunep répondit nonchalamment qu'il partait le premier et qu'il devait commencer à gagner en autonomie. Avec un sourire narquois, il les met en garde contre le fait de trop compter sur les autres. Les jumeaux sont surpris par son départ soudain, mais l'un d'eux en rit et lui dit de continuer, assurant qu'il se débrouillerait seul. Sun déclare que tant qu'ils comprennent, cela suffit, et il s'éloigne. L'autre admet alors que sans lui, les choses ne feront que se compliquer. Le premier jumeau reconnaît la difficulté, mais insiste sur le fait qu'ils doivent se débrouiller seuls. Un souvenir douloureux refait surface, leur rappelant les conséquences de leur lâcheté passée lors d'une attaque de cyclope. Il révèle qu'ils ont été chargés d'une mission de chasse intense, renouvelée quotidiennement. Les conséquences d'un échec sont terribles, une minute d'agonie insoutenable, ou l'un d'eux à l'aide de peur. La réalité de cet enfer de chasse implacable les frappe de plein fouet, la douleur étant si intense qu'elle donne envie de mourir. Face à cette situation désespérée, l'un d'eux répond par une affirmation résignée,
mais douloureuse. Le poids de leurs actes passés pèse lourd tandis qu'ils expriment de profonds regrets pour ce jour fatidique qui a tout changé